Je vous le souhaite donc vous êtes Monsieur Magne, Albert Magne. Albert Magne, et donc avant maintenant vous n'êtes pas très loin de Montpellier, et avant vous étiez où avant? On était sur Paris, on était Ah d'accord, les rues Suger. oui, ah c'est pas mal la rue Sugère, c'est très bien, c'est Saint-André des Arts par là, Exactement, oui, ça place un peu. très agréable. Il est- Mais là maintenant vous êtes pas mal non plus, hein, effectivement. Ouais, ouais, retraite. Voilà. Mon épouse est assez ancienne rédactrice en chef de Doué votre avenir, de la vie madame. Cette dame? Oui. Ah bon, vous êtes, c'est très important. C'était très intéressant, vous et votre avenir, oui, c'est le premier, oui. J'étais aussi de femmes pratiques, Oui, de beaucoup de presse. ah oui, vous avez été un acteur majeur J'ai de... aussi travaillé avec José Arthur, qui vient de mourir. Oui, Je faisais l'émission À qui ai-je l'honneur sur France Inter, où je faisais prendre des cartes de tarot, la production à une star qui était cachée Oui. dans le et donc on m'amenait les cartes de tarot et je donnais des indications à l'ouverture sur les raisons de la personne, pourquoi elle était là et qui elle pouvait être. J'aidais à découvrir la personnalité qu'elle fait, qui était derrière. c'est intéressant, moi j'aime bien cette... Il y avait une graphologue qui faisait ça avec la tarologue. C'était dans quelle émission? C'était À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est ça. Et donc vous êtes votre nom exactement, c'est C'est Alexa. Alex, c'est sous ce nom-là que vous êtes connu. Oui, c'est comme ça pour ceux qui ont fan test que t'es connu. Bon, je m'appelle Tissot en réalité, en tant que rédactrice en chef, mais quand on entre dans la voyance, on y entre avec un pseudonyme, c'est un peu. Alors vous-même, vous êtes une praticienne ou simplement une organisatrice, une maîtrise? Non, on donne des cours. Oui, On donne des tous cours les de deux. tarot, tous les deux. Et moi, j'ai aussi donné des cours de télépathie sensorielle à l'université Paris 7. Oui, ah oui. Paris 7, c'était Jussieu, oui, c'est ça, c'était Robert Jolin, tout ça. La presse aujourd'hui, c'était. Voilà, oui, Marcotte. oui, ils étaient assez favorables à cette époque-là, Oui, tout à fait. à ces domaines. Et donc on est passionné de ça, de parapsychologie, de tas de choses, de radécision, on écrit des bouquins. Bon, alors on va entrer un peu dans le vif du sujet. Donc ça, c'est Alexa et Albert Magne. Donc, votre école du tarot, quel est ça? Comment dirais-je? Bon, c'est un nom qui veut dire ce qu'il veut dire, mais vous avez une méthode spéciale Alors, pour... on a une méthode qui va permettre aux élèves non pas de devenir tarologues, mais tout simplement d'avoir une méthode, une technique pour mieux comprendre le tarot. Pour eux, d'abord, et pour les autres. D'abord, ils vont commencer par faire une étude sur leur tarot intérieur, parce que les lames qui font peur, les lames qui sont plaisantes, interviennent dans la voyance. Et il est dommage qu'on fasse des projections négatives ou positives sur les cartes, parce que votre consultant arrive avec un problème, s'il tire des cartes que vous ne connaissez pas, il arrive avec son problème et le vôtre. Donc on va essayer de tout mettre à plat, et le tout sur l'observation des cartes, des couleurs et des anomalies. Et c'est une lecture très très simple, et en 10 leçons, en un stage, on a une connaissance profonde des lames mineures, des lames majeures pour le premier stage et des lames mineures pour le second. Voilà. C'est très simple, on ne prétend pas fabriquer le tarologue, mais on prétend donner une méthode efficace. Alors le tarot, question un peu bateau, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a été imprimé à Marseille, c'est pour ça que ça s'appelle le tarot de Marseille. C'est un composite de connaissances multiples. Et c'est Marteau qui a le premier quartier, qui a mis dans le poirier, dans la feuille de poirier, le premier dessin du tarot. Il y a une sagesse dans le tarot. Il y a une sagesse, et on va apprendre dans nos cours mais toute la symbolique du tarot, car il y en a une profonde. Vous connaissez par hasard les travaux de Jodorowsky? Non, très bien. Depuis le premier maître. Oui, ça ne m'étonne pas. On a travaillé avec Jodorowsky, et surtout avec Charlie, qui est... Charlie Danielzel, oui. Voilà, c'est ça qui est une C'est la amie. compagne de John Borman. Et qui a été la compagne. Et qui fait des stages de tarot en Irlande. Et qui est. C'est que Jodorowsky, à un moment donné, quand il a eu 80 ans, qui a toujours travaillé ce tarot de Marseille et qui a fait aussi le petit livret qui est avec, à un moment donné, Jodorowsky a rencontré le quartier Cameron. Voilà, c'est ça. Il y a 2 ans, ils étaient là d'ailleurs. Voilà, qui dit qu'il est héritier
du véritable tarot de Marseille, M. Camoin. Donc Jodorowsky, qui avait toujours prôné l'ancien tarot de Marseille de chez Grimaud, a cédé au chant des sirènes, et il a, parce qu'en plus ça évitait de payer les droits à la maison de Grimaud, sûrement, certainement, il y avait aussi une considération financière, et donc ils ont créé le tarot de Marseille rénové. Et nous sommes les deux seules écoles, les deux sur Internet en priorité, les deux écoles, et eux c'est le tarot rénové, nous c'est le traditionnel, l'ancien tarot de Marseille qu'on trouve partout. Et puis Jodorowsky a prôné pendant plus de 40 ans de sa vie. Oui, comme étant le seul et le parfait. Et après, il a un petit peu corrigé. Il a corrigé évolué, les couleurs, il a eu son parce évolution. que c'est la rencontre avec le quartier Camoin Oui, c'est ça, d'accord. qui l'a convaincu que c'était le vrai, donc l'originel, et qu'il en était détenteur, et qu'ils allaient modifier des petits détails. Parce que vous m'avez parlé de la couleur. C'est Oui. important, la couleur. Alors, Oui. vous en tirez des enseignements de la... Naturellement, on va exploiter la couleur et la position de cette couleur dans les arcanes du tarot, c'est-à-dire un chapeau bleu, un chapeau rouge. Oui. Tout ça. C'est pour ça que j'ai pensé à Jodorowsky, parce que ça le... C'est quand même une méthode très proche. Qui est très proche. C'est-à-dire que le pied blanc est un pied qui va être neutre, qui ne va pas marcher. Le pied bleu va être un pied de repos et de réception, et le pied rouge va être un pied actif. Donc si vous voulez, la couleur a une importance dans l'ensemble de la carte pour donner la motivation et la symbolique de la carte. Est-ce qu'il faut être doué pour lire le tarot? Non, parce que de toute façon, le don, nous n'y croyons pas. Si un don est donné, il est donné à tout le monde. Le créateur, si tant est qu'il existe, a été généreux avec tout le monde. Et donc, le travail, oui, on croit au travail minutieux, au travail du décodage des cartes, mais c'est une méthode. Et à partir de là, bon, effectivement, il y a des gens qui ont une capacité intuitive génétique, par leur milieu social, etc. Et d'autres qui sont un peu plus bloqués, un peu plus en retrait. Mais en réalité, c'est un travail. Nous, on dit que le tarot de Marseille, c'est une initiation sans gourou et une analyse sans psychanalyste. Moi, je suis une ancienne psychanalyste. Oui. Donc, je peux vous dire que je travaille beaucoup en milieu hospitalier, et qu'on fait beaucoup de choses avec le tarot de Marseille, notamment des projections pour les enfants. Voilà, c'est ça. À la place du voilà, maintenant il y a des usages du tarot qui sont la tarothérapie. voilà, des problèmes de projection, un peu couple. comme un test de Rorschach. Les gens Exactement. on leur demande ce que vous voyez. Tarot d'entreprise, tarot du couple. Voilà, c'est ça, vraiment, c'est un développement du tarot assez fascinant. Il est sorti de son ghetto, le tarot. Ah, complètement. Mais c'est grâce à un Jodo. C'est grâce à Jodorowsky. On ne lui enlève pas une seconde cette prérogative. Donc simplement, il y a une petite divergence. Il faut penser que chaque lame se projette dans l'âme du tarot, avec les lames qui font peur et les lames que l'on aime. Et donc à ce moment-là, la projection, c'est une situation qui a été mal vécue. Et on sait très bien que dans la vie, il n'y a pas de mauvaise situation. Vous voulez dire, quand quelqu'un voit le pendu, il n'a pas forcément... C'est pas forcément une mauvaise carte. Pardon. Mais il la voit comme ça. On va lui apprendre tout simplement que le pendu, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas pendu, comme le montre l'image, par une corde entourée à la Il est suspendu. Il est suspendu. Donc il est peut-être lui-même en attente ou en observation. Et peut-être que dans la vie, ça donne la position de quelqu'un qui va attendre, qui va capter, réfléchir. Et il est vrai que dans la vie, souvent on est pris par un maelstrom épouvantable, et que d'attendre et de se ficher sans rien penser et en voyant autrement, c'est très désagréable. Voilà pourquoi on va faire une projection négative sur cette carte. D'accord. Alors que c'est une évolution même de son moi, je dirais qu'en réalité, je suis journaliste de base, et donc que la plupart des livres qui ont été écrits, je sais par qui ils ont été écrits sur le tarot, ont été écrits par des gens qui sont très limités, n'en ont délivré que ce qu'ils en ont compris personnellement. Et souvent, ils ont fait des confusions avec les adaptations du tarot de Marseille, que sont le tarot de Wirtz ou de Papus, qui voient dans la tour, la maison de Dieu, une tour foudroyée, le symbole de la tour de Babel et tout ça, alors que quand on regarde la carte, on voit qu'il n'y a pas une pierre qui tombe, on voit qu'il n'y a pas, que les personnages font des pirouettes, qu'il n'y a pas de foudre. C'est un plumé. Voilà, donc que si vous voulez... Une plume.
si vous voulez, cette carte, comme le pendu ou d'autres, justement, ce qu'on appelle les lames qui font peur, par exemple la lame 13, que certains tarots appellent la mort, en réalité, nous on fait mimer les cartes avec un mouche à balai, on s'aperçoit qu'elle ne peut pas faucher, elle ne peut que balayer. Et ça donne un sens à la carte qui est La laine n'est pas particulière. Oui, on sent bien, c'est un peu là aussi, moi j'ai suivi aussi l'enseignement de Jodorowsky, c'est des gens d'information qu'ils tirent de la carte, ils voient que le chariot, les chevaux ne tirent pas, enfin ouais, c'est très amusant. Alors que la plupart des gens qui écrivent des livres sur le tarot vous disent que le tarot c'est triomphe, alors que c'est quelqu'un qui ne maîtrise absolument pas Donc il y a les mauvaises cartes qui ne sont pas des vraies mauvaises cartes, et des bonnes cartes qui ne sont pas vraiment des bonnes cartes. Par exemple, l'étoile qui est considérée comme une carte merveilleuse, et ben c'est aussi une personne qui est à genoux, qui a des problèmes de circulation sanguine, qui vide des vases rouges, donc ses énergies dans de l'eau, et qui donc est une carte qui peut indiquer des problèmes de santé et des problèmes... Donc en fait, vous connaissez aussi les travaux de Georges Colleuil? Oui, très bien. Le référentiel de la naissance. Parce qu'on a l'impression parfois que vous utilisez le tarot pour décrire la psychologie de la personne quelque part. Oui, tout à fait, mais enfin c'est aussi ça de la voyance. Je veux dire, on vous le raconte comme ça, mais si on ne donne pas, si on ne casse pas la poupée, si on la décortique pas en morceaux, si on prend des cartes, on peut très bien que ça ait l'aspect d'une voyance. C'est après que le tarot n'est pas déterministe et qu'on pense que l'avenir c'est la somme du passé et de son présent, et qu'en changeant quelque chose en présent, on peut changer quelque chose dans son avenir. Donc c'est le plus magique. Allez-y, monsieur, oui. Le tarot, il est très simple de voir le tarot aujourd'hui, ici et maintenant. Si on voit le tarot aujourd'hui, ici et maintenant, on s'aperçoit que le tarot va peut-être nous tracer un chemin. Mais ce chemin, on va pouvoir l'obtenir que si on change quelque chose dans son présent. Alors donc, le tarot, c'est aussi une invitation à dire si tu veux aller là, il va falloir que tu changes telle habitude. On appelle ça le développement personnel. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le développement. Et là, vous faites un accompagnement, vous le conseillez par rapport au... C'est-à-dire qu'ils voient les cartes quand même quelque part. Le problème, c'est que les gens comprennent quand même quelque chose dans le tarot. Exactement. Et même s'ils comprennent. Ils ont compris la démarche de la technique, ils pourront aussi eux-mêmes l'appliquer pour aider les autres. Donc on va dire le tarot dit ceci ou dit cela quelque part. Et Absolument. donc vous lui faites passer un certain message dans son... Naturellement. Dans sa façon de... Surtout qu'on pense que le tarot répond à des questions. Mais déjà, poser des questions, c'est d'avoir des réponses. Oui. C'est pas facile de poser des questions. Donc le tarot va nous aider à poser la bonne question aussi. On peut faire des consultations par webcam, à votre avis? Oui, absolument. On peut faire des consultations par webcam. Et là, il y a un côté direct. Mais pas par téléphone. Mais pas par téléphone. Parce que par téléphone, on a des clones et que nous, on n'aime pas les clones. On connaît les cabinets de voyance par téléphone et on sait très bien que la personne qui est censée être au bout du fil, c'est jamais la personne qui trouve. Donc là, la personne ne tire pas la carte. Moi, c'est vous qui tirez la carte à la place du client. C'est pas compliqué. Quand quelqu'un vous demande un tirage, la facilité, c'est de lui dire quel chiffre. On a retourné le tarot aléatoirement et on va compter la quatrième carte, c'est le chiffre 4 qu'elle veut, qui va correspondre un petit peu comme si elle l'avait tiré. C'est vrai, oui, c'est ça. Donc là, le hasard, s'il existe, intervient. S'il existe. Moi, c'est pas vraiment notre tasse de thé, les consultants. Je veux dire que... En fait, c'est important d'en faire. Et vous-même, Madame Magne, vous avez une idée de l'origine du tarot, vous-même? Oui, bien sûr, c'est Sarah Lanoire. C'est la femme de Ponce Pilate qui a ramené le livre muet de Thoth, qui a été enlevé dans son pays, en Égypte, et qui a été ramené chez les Romains, et qui a épousé Ponce Pilate, et qui a ensuite amené, donc il a été séduit par ce livre muet de Thoth, et elle lui a demandé un jour, qui faut-il supprimer, Jésus-Christ ou Barabbas, et elle a vu très bien, parce qu'elle suivait les enseignements du Christ depuis un certain temps, que ce serait Jésus qui serait crucifié, et elle lui a dit non, Jésus sera sauvé. Et à partir de ce moment-là, le livre muet de Thoth ne lui a plus dit quoi que ce soit. Et elle a dû se sauver, il l'a répudié, il a dû se sauver parce qu'elle a été sur le Golgotha et elle a piqué un des clous de la croix du Christ au moment où on était en train de le crucifier. Ce qui fait que le Christ a les deux pieds parce qu'il manquait aux soldats romains un clou pour le crucifier. Et donc elle a été poursuivie par les soldats romains, elle s'est mise dans un bateau de marchand et elle a atterri en Camargue.
elle atterrit en Camargue, et là, elle a rencontré, alors il y a des tas de choses, elle a rencontré un peuple qui était noir comme elle et qui fêtait une déesse qui est probablement Isis, et donc elle a voulu les convertir, et là, elle a entendu un bateau qui était en perdition, et il y avait les trois femmes, Marie-Madeleine, il y avait voilà, et elle a Marie-Salomé aussi, et Lazare, et elle les a sauvés. Et elle les a sauvés de la noyade, et elle est partie avec Marie-Madeleine. Et alors elle avait le tarot avec elle? Oui, c'est-à-dire que le tarot qui ne lui parle, à partir du moment où elle a menti, oui. Le tarot ne lui parlait plus. Oui. Les livres muets de il est vraiment devenu muet, oui, c'est ça. Et à partir du moment où elle a décidé elle a sauvé, elle a essayé de sauver le Christ en piquant les clous, etc., le tarot est redevenu, lui a parlé de nouveau. Et donc elle a entendu ces femmes qui criaient, qui étaient en train de se naufrager, elle les a sauvées, et à partir de là, il y en a une qui est restée en Camargue, elle est partie avec Marie-Madeleine, elle est devenue la servante de Marie-Madeleine dans le massif de la Sainte-Baume, toujours avec son tarot. Donc c'est arrivé en France tout ça finalement? Oui, tout ça, oui, absolument. Cette version, c'est une version que nous avons habitée au Sainte-Marie-la-Mer, et c'est la version des Gitans. Oui. C'est une version d'ailleurs maintenant qui nous plaît bien parce qu'on la trouve. Et ben voilà, donc on la connaîtra maintenant. Voilà. Donc finalement, donc vous faites des stages, que j'ai pas compris très bien, on fait des stages à la Couvertoirade, puisqu'on habite là-bas. On est dans ce village médiéval, oui, voilà, du XIIe siècle. Comme dans le stage, on va avoir les gens pendant 8 heures, on va se lever tarot, on va manger tarot, on va dormir tarot, et la veille au coin du feu, ça fera tarot. Ça va être immergé dans le tarot. C'est modeste, c'est lui qui prépare les repas, et il est ex-meilleur ouvrier de France, chef de cuisine, il a écrit beaucoup de livres de cuisine. Alors il y a une façon de manger tarot, monsieur Magne? Spirituel. Non, il n'y a pas vraiment de manger le tarot, mais moi j'ai fait un bouquin qui s'appelle La cuisine ambroise et magique. C'est-à-dire que j'ai fait intervenir la magie dans ma cuisine. Oui. Tout le rituel sacré de la table. des aliments et de la table. Donc là on aborde un autre sujet qui fait partie de... On est très diversifié. Ah oui, non, mais, donc on va déborder un petit peu, oui. Mais pourquoi pas... Oui, quand il a sorti son livre, il faisait des photos d'Aura Kirlian, justement, qui sont en face. C'était un médecin qui s'appelle Dr Roger Alphon, qui lui avait prêté le premier appareil Kirlian importé en France, et qui lui avait dit, si tu vas à Parapsy, c'était le premier Parapsy il y a 23 ans, et si tu vas à Parapsy, prends cet appareil, tu mettras un petit tissu violet dessus, parce qu'il faut créer un climat, etc. Et il photographiait ces plats avant de les magnétiser, et après les avoir magnétisés, pour montrer justement que l'aura était diffuse, etc. Donc je veux dire, on est intéressé par beaucoup de choses, mais particulièrement par le tarot, mais aussi par beaucoup d'autres choses. Et on fait aussi des cours de parapsychologie pratiques, enfin moi particulièrement, avec des CD, avec des mais en revanche, vous dites que pour le tarot, il ne faut pas développer forcément ses facultés de parapsychologie. De toute façon, ça vient automatiquement. Ah oui. C'est une porte, ça ouvre la porte de la capacité intuitive. Oui, d'accord. Mais je dis que le don est à tout le monde et qu'il faut le travailler. Le tarot aide à éveiller ces dons. Héréditaire. Ah oui. Pour le tarologue, en tous les cas. En tout cas, pour nous, c'est notre conviction. Je pense qu'on peut avoir du talent, mais un talent sans travail, ce n'est qu'une sale manie. Donc nous sommes tous dotés de dons. Absolument. La télépathie, moi quand j'ai quand même donné des cours à l'université de télépathie sensorielle, et ces cours, on voyait que par exemple, des étudiants pas du tout formés pouvaient projeter une image d'un match de boxe par exemple, et qu'il y avait des échymos spontanés. Et on l'a pas essayé à Parapsy, on ne va pas créer des échymos spontanés, mais quand on a fait les premiers Parapsy sur podium, on a fait des séances, et on voyait des gens projeter un match par exemple du cheval. Les gens n'étaient pas au courant, les récepteurs étaient au courant, et on voyait des gens qui se trémoussaient complètement dessus. On l'a fait chez Alain Barrière aussi. Il avait dit ça ne va pas être aussi spectaculaire que l'hypnose, et c'était encore plus spectaculaire que l'hypnose. Parce qu'on avait trouvé un sport, une godille avec une rame, et qu'il y a 5 personnes qui sont restées sur la scène en catalepsie. Parce que 1000 petits jeunes qui dans une salle de danse, parce que c'était à la barrière dans sa boîte de nuit de Stirwell, et qui envoient un message télépathique
à 10 personnes qui sont sur scène les yeux bandés parce qu'on projette le sport et que tout le monde visualise le sport, et ils sont restés complètement en catalepsie. Et du coup, on était très embêtés parce qu'on a dû appeler un ami hypnotiseur parce qu'on ne savait pas comment les sortir de cet état-là, parce qu'on n'avait pas imaginé. Mais vous étiez des apprentis sorciers. Absolument. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. Oui, bien sûr. Mais écoutez, je vous remercie de votre accueil. On a fait connaissance avec... il y a d'autres cordes que vous avez encore, d'autres sujets que vous couvrez. Mais on est une passionnée d'histoire et on a fait dans notre maison du Larzac une exposition sur les Templiers, leur histoire, en 20 tableaux. Et cet été, on a eu plus de 200 personnes par jour qui sont venues voir cette exposition. Et on a aussi parlé du tarot et des Templiers, puisque oui, d'ailleurs, on a aussi trouvé, quand on a fait cette exposition de Templières, on a trouvé à la Bibliothèque nationale le fait qu'ils utilisaient, moi j'utilise un baume de millepertuis que je prépare moi-même, et que effectivement dans leur jardin de plantes botaniques qu'avaient les moines templiers, ils faisaient un baume qu'ils envoyaient pour les croisades, pour les blessures des croisés, de leurs frères croisés. Et là, on est en train de préparer un baume du Templier avec de la grande consoude, du millepertuis, etc. Et qu'on va présenter cet été dans notre local. Voilà, dans des petits flacons, dans des petites... un baume c'est un onguent, donc pour les blessures, la peau, les problèmes de peau. Donc on est passionné de plantes aussi, de plein de choses. D'accord, mais écoutez, en tout cas, vous êtes arrivé dans un lieu tout à fait remarquable. Oui, le lieu. Même si à Paris, vous n'étiez pas mal non plus. Ah, c'était bien reçu, mais on a beaucoup voyagé. On l'a créé à Antibes, l'école du tarot. Après, on est allé à Ramatuelle, et puis à Ramatuelle, Saint-Tropez. Et puis maintenant, c'est décidé, c'est l'étape finale, parce que ça faisait pratiquement 30 ans qu'on y passait chaque année et qu'on rêvait de ce Ah, lieu. d'accord. Voilà, c'est pas par hasard, c'est pas une découverte, c'est pas un truc, c'est la couvertoirade, c'était le lieu. Pourquoi, pour quelle raison? Alors là, on n'en sait rien, parce que moi j'aime pas spécialement, et mon mari non plus, les guerriers, ni les soldats de Dieu d'ailleurs ni l'un ni l'autre, et que finalement c'est un lieu extrêmement vibrant et qui est très qui nous touche, qui est positif pour nous. Donc vous disiez, madame, que vous avez été très active dans la presse ésotérique et astrologique. Oui, j'étais rédactrice en chef de l'Inconnu, Vous et votre avenir, à une période Quel avenir madame, femme pratique, ça c'est pas ésotérique, c'est après féminine. Mais comment ça se fait que vous avez été aussi incontournable? Parce qu'un jour, j'avais monté un journal féminin qui s'appelait Femina. Il y a eu d'ailleurs quelques problèmes avec Hachette. Et quand ça s'est arrêté, parce que c'est difficile de monter un journal tout seul quand on n'a pas des moyens énormes, eh bien, on a décidé avec mes fils de trouver une formule pour survivre. Et on avait un ami qui faisait un guide homosexuel qui s'appelait le guide incognito, qui était distribué parce qu'on avait une dent contre les NMPP, parce que notre journal n'a pas duré à cause de la distribution, problème de distribution, blocage de distribution. Donc là, on trouvait un circuit et on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme guide, parce que nous on n'est pas homosexuels, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme guide. Et on s'est dit, mais nous on aimerait bien un guide des voyants, médiums, guérisseurs, sorciers, spirites, la totale. Vous avez publié un guide. Et on a fait le guide Merlin. Guide Merlin. Oui, c'est-à-dire qu'on nous a dit... Mais dans quelle année là, excusez-moi? Comment il y a 20 ans. 30 ans. 30 ans. 30 ans. Oui, je sais, il y avait les gens qui faisaient Astre qui nous avaient appelés en disant, mais parce qu'on l'a lancé, on n'avait pas de moyens, donc on venait de se planter avec un journal, donc on a fait le lancement publicitaire, envoyé des petites lettres, on monte un guide, etc. Et on a recueilli des sommes fabuleuses. Et la revue As, qui était un peu le chapeau qui chapeautait tous les voyants à l'époque, était absolument furieuse en disant, on va vous racheter. Je lui ai dit, de toute façon vous allez couler, on vous rachètera. Il n'y a pas de problème, moi je suis harakiri, je ne donne pas mes restes à qui que ce soit. Et on a organisé des festivals
de voyance pour lancer le bouquin. Et il y avait dans toutes les librairies, à Vichy, alors c'était dans les grandes villes d'eau, à Vichy, Vitel, Contrexélie et tout ça, il y avait des vitrines entières avec le guide Merlin. Et c'est là où j'ai commencé moi, à connaître tous les gens de la presse ésotérique. Eh oui, d'accord. Voilà. Et donc j'ai rencontré le groupe de Marc Tripier qui a eu Ah oui, Marc l'histoire Tripier. de la bague de Ré, l'histoire C'est de la bague de Ré. Et je l'ai rencontré et il avait racheté Vous et votre avenir, L'inconnu, et Femmes pratiques. Et donc j'ai repris tout le groupe complètement, à trois, quoi, mon mari, mes fils. On a refait tous ces journaux-là. Et puis j'ai aussi collaboré avec Quel avenir madame, qui faisait l'émission avec Guy Lux, etc. Mais c'est parti de l'idée d'un guide des voyants parce que ça nous amusait. C'était intéressant. Tournant. Et puis il y a une évolution. Après, on nous a demandé, moi je fais des bouquins comme ça, comme le tarot de l'amour, des Funègre d'un voyant, enfin. Vous avez connu, comment s'appelle-t-elle, Michel Curcio? Oui, Bien. très bien. Michel. Très bien, c'est moi qui l'ai fait rentrer chez Oui, L'inconnu. voilà. Avec son mari qui était le gros puits de la Minsa. Oui, non, très. Alors là, très bien. Oui. Bien sûr. Parce que moi, elle m'avait contacté, à l'époque où elle travaillait à l'Inconnu, elle m'avait demandé de faire des choses pour elle. Oui. On a repris juste derrière. C'est d'abord mon fils qui a repris, et puis après, c'est nous qui avons repris tout le groupe. Michel travaille encore avec Marc. Oui, ouais, mais très peu. Très peu, ouais. Elle n'était pas jeune non plus à ce moment-là. Moi, je l'avais fait rentrer chez André Gerber pour faire des horoscopes. Donc finalement, si vous n'aviez pas existé, il aurait fallu vous inventer. Ben oui. Oui, Parce que les choses- beaucoup Moi, je suis de d'accord. gens. Il y a beaucoup de gens que j'ai pu faire C'est-à-dire qu'on travailler a dans ce milieu-là. fait des rencontres remarquables en faisant des interviews. Et c'est là où on est né nos passions respectives pour le tarot avec Jodo, avec Chalaï qu'on a rencontré. Avec Et qui puis on a des gens travaillé. beaucoup plus discutables, parce que nous on aime bien aussi les gens un peu. Des gens comme Jean Mars, qui était un peu Eh spécial. bien par exemple Jean-Paul Bourg, ou Ah oui, Jean-Paul le Bourg. grand sorcier Octave Silver de Il y avait la revue Bosnier, L'Autre Monde aussi. Oui. Et ça, c'est Fall vraiment aussi. un ami, oui. Et là, c'est vraiment un ami. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On aime les gens flamboyants. Jean-Paul voilà. Bourg, j'ai bien connu. Oui. Et, Et voilà, Mario Mercier, Chamal. Oui, premier, oui. le premier festival qu'on a fait, c'était qu'on a suivi parce que je ne faisais pas du tout dans ça, exactement. C'était le Dessoir, Joseph Dessoir, qui avait organisé un des premiers salons de voyance, Oui. et tous les stars. Il y avait aussi- vraiment des un stars certain de la Rambert. voyance. Oui, Vraiment Rambert, Rambert, oui, très bien. qui se Et appelait Arsouille. frère. Arsouille, frère Arsouille, oui, mais c'est Nathaniel, qui est mort. Nathaniel, j'ai fait faire un festival justement pour lancer ce guide Merlin. Et c'est là où il est passé chez Yves aussi, etc. Il n'avait jamais fait ça. Et il raconte dans un bouquin du Rocher en disant que je lui avais dit, il m'a demandé comment je le fais pour faire la voyance. Il dit n'importe quoi et tu as une chance que ce soit vrai. Parce que c'est vrai, c'est de lâcher prise. Quand on lâche prise, moi on a fait des expériences fascinantes là-dessus. La lâche prise, bon maintenant quand on est bloqué dans son truc. Donc vos élèves, vous les décomplexez un petit Exactement. peu. Complètement. Vous leur dites, vous cassez pas la tête, c'est pas si compliqué que de travailler comme ça. Ah non. Et puis alors, j'entends ici depuis ce matin, le tarot de Marseille c'est difficile, le tarot de Marseille c'est difficile. Alors ça, c'est pas vrai. Ça, c'est absolument pas vrai. Il faut savoir regarder ce que dit Jacques Brel. Il nous faut regarder. Quand on regarde tous les détails, j'explique que quand on a bien observé une carte, on ne peut pas donner un détail qu'on n'a pas observé au moins une fois. Et quand on a tout bien regardé, il y a un truc qui s'appelle l'effet flash. C'est que vous posez une question ou quelqu'un vous pose une question, et c'est comme s'il y avait un spot qui va juste sur le détail signifiant. Qui est la réponse? Et qui est la réponse? Parce qu'effectivement, dans une carte, elle est complexe, il peut y avoir beaucoup de réponses. Eh Ça oui. peut faire peur. Ah oui, je me les têtes à l'endroit, à oui. l'envers. Ça sert à rien. Dans la question, d'abord, déjà, dans la question, il y a la réponse. Hein. Est-ce que je vais enfin épouser mon chéri? Le enfin, il est plus significatif que n'importe quoi. Ça veut dire qu'il est marié, qu'il n'est pas libre, et qu'il lui fait agoniser mentalement, et qu'il le fait agoniser mentalement. Donc déjà, on apprend aussi à analyser le discours. Les questions des personnes, c'est très important. C'est pas de la triche, mais c'est Mais important. on leur apprend. Analyser le comportement, la physionomie,
l'harmonie, le comportement, les attitudes, etc. Et tout ça, c'est un ensemble, c'est une alchimie. C'est l'alchimie entre les cartes, la personne et la personne qui pratique et qui consulte. C'est tout un ensemble qui marche pas séparément, quoi. Oui, il faut un peu démystifier pour en faire de la bonne pédagogie, il faut un peu démystifier les choses. Moi, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de vraiment mystérieux. Là-dedans, il y a des gens qui, pour pas aller sur le bûcher, ont condensé dans des contes et légendes ou dans des cartes de tarot un enseignement qui ont laissé des traces. On voit par exemple la maison de Dieu avec son V comme ça, c'est la maison vide. Et ça fait référence à Bruno aujourd'hui, à Bruno Bethléem, la forteresse vide, etc. Là, il y a beaucoup de choses, pression, dépression, il y a le bouchon qui saute, la couronne qui saute. Et on peut le voir comme une carte très, très toxique, et on peut le voir comme la carte de l'illumination, de l'éveil spirituel, etc. Je veux dire, tout dépend de son regard. Ce qu'on essaye d'apprendre le plus facilement possible, c'est aux gens de se casser leur tarot intérieur. C'est-à-dire que leur parti pris, ce qu'ils ont compris du tarot ou ce qu'ils ont lu ou ce qu'on leur a dit, ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'eux ressentent. Et c'est dans l'observation qu'ils vont pouvoir évoluer doucement en cassant les images qui se sont construites eux-mêmes, leur forteresse. Il faut se libérer des représentations. De la vibration. Mais on leur dit toujours, n'oubliez jamais que c'est quand même que des bouts de carton. Oui, on dit que quand vous aurez bien travaillé, jetez-vous les bouts de carton parce que c'est que des bouts de carton. C'est vous avez travaillé sur vous-même, c'est tout bon, c'est une initiation, c'est une analyse, et ce qui donne la possibilité de se projeter et de projeter pour les autres. Et donc dans ce livre, vous avez voulu dire quoi dans ce livre, alors là, c'est vraiment... Alexia et... Alors le tarot et le tarot de l'amour, couple, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Je sais ce que... C'est simplement un condensé d'un vécu. C'est-à-dire que moi, je suis absolument intimement convaincue, et mon mari aussi, qu'il y a des codifications. En fait, on pourrait faire un programme d'ordinateur avec certaines situations du tarot, parce qu'elles reviennent en permanence. Donc, c'est des consultations et des cours, et tout ce qui a été vu, et la question principale, c'est l'amour, bien entendu. Est-ce qu'il va revenir, pourquoi il est parti, quand est-ce que je vais le rencontrer, etc. Et tout ça, ça correspond à des cartes bien précises. Si on tire des cartes bien précises, là, je prends par exemple, je sais pas, la justice par rapport à qui va être le divorce. Il y a toute l'association des cartes entre elles et toutes les significations que ça peut vouloir dire. Alors je dis pas que c'est à 100% exact et qu'il faut séparer l'évangile, il faut adapter un petit peu à la situation, mais c'est vraiment très proche parce que c'est statistiquement des réponses qui sont arrivées tout le temps. Par exemple, ce fameux pendu qui est pendu par un pied, eh bien, pour moi, ça évoque toujours ces petites phrases qui sont importantes. C'est un personnage qui a un fil à la patte, donc un personnage qui n'est pas libre. Il est bloqué parce qu'il n'est pas libre. Et je veux dire, dans un tirage, pourquoi met-il pas de corde en mariage? Pourquoi ça ne se débloque pas? Ben, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas libre, parce qu'il a un fil à la patte. C'est tout simple et il n'est pas disponible. Et à 99%, allez, 90%, c'est le cas. Donc en fait, on pourrait presque enseigner la voyance, entre guillemets. Mais c'est pas le but. Donc le tarot, il a une compréhension globale du monde, en quelque part. Oui. Enfin, il a toutes les réponses. C'est une maquette de l'univers. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais écoutez, on pourrait vous écouter pendant des heures, hein. Je suis très content de vous avoir. C'est pour ça qu'on en parle avec passion. Et c'est vrai que là, on parle d'une dame majeure, mais avec les honneurs, il y a des choses extraordinaires. Les dames mineures. Les dames mineures. Mais pas comme test de projection. Alors lui fait des séminaires en entreprise, tarot d'entreprise, Ah oui. embauche, organigramme de société, etc. Et comment est-ce qu'on arrive à intéresser les entreprises au tarot? C'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. On leur demande quel est l'idéal de l'employé. Et un employé, pourquoi est-ce qu'il est motive? Pourquoi pas? Je veux dire, ils font de la graphologie, et pourquoi pas du tarot? Je pense qu'en plus, c'est pas inintelligent. Le tarot va correspondre à une demande inconsciente du patron,
Et le tarot va Qui va avec qui va est avec qui, compatible. voilà. Et le tarot va être aussi une image idéale du patron rêvé, de l'organisation rêvée. Chacun a son demande, et en choisissant les rois et les reines, on arrive à combiner qui est le plus complémentaire, qui est le plus de besoin, qui est le plus de hasard. Voilà. On arrive à organiser vraiment la structure même de la tête consciente. Ah oui. C'est passionnant. D'accord. Écoutez, on va se séparer avec difficulté, mais il faut quand même vous laisser travailler à ce salon. Et voilà, merci beaucoup. Beaucoup, Brigitte.